Les hommes ont inventé les rois pour le bien des hommes, non pour celui des rois. Thomas More, L'Utopie. Il y a 800 ans, l'ascension des Habsbourg vers les sommets de la puissance partit d'ici, en Suisse, où se dresse la forteresse de leur père. Ils étaient de fidèles vassaux de l'empereur avant de prétendre à leur tour à la couronne. Il n'y a pas d'histoire sans légende. Un devin aurait prédit au jeune Rodolphe, né en mars ou mai de l'an 1218, qu'il monterait un jour sur le trône des rois allemands. Prophétie qui se révélera exacte. Rodolphe de Habsbourg sera le fondateur de la plus puissante dynastie d'Europe. Le Rhin fut en quelque sorte l'axe de sa vie. Que de fois Rodolphe n'a-t-il pas traversé ce fleuve? Car les terres des Habsbourg s'étendaient sur ses deux rives, en Suisse, en Allemagne et en Alsace. Au Moyen-Âge, la seule source de richesse provenait du sol. Pour être considéré, il fallait posséder le plus de terres possible. Le comte de Habsbourg était un homme estimé, ce qui ne l'empêchait pas de se disputer avec ses voisins et de guerroyer hardiment contre eux. Sa cupidité était sans borne. Il collectionnait les héritages, pillait trésors et monastères, s'emparant par la force de tout ce que le droit lui refusait. Un privilège féodal douteux, la guerre privée, l'antique Fehde germanique, autorisait et légitimait ces sortes d'actions. Parfois aussi, le comte jouait les dignes bienfaiteurs. Strasbourg lui dut ainsi son statut de ville libre d'empire. Rodolphe voyait plus loin que ses pairs. L'ère de la chevalerie est révolue, pensait-il. L'avenir appartient aux villes et à leur puissance économique. Il s'appliqua donc à tirer profit de cette puissance. Un lien fort unit désormais Strasbourg aux Habsbourg. Un ancêtre de Rodolphe n'avait-il pas déjà posé, jadis, la première pierre de la cathédrale? Aussi, les bourgeois de la ville élevèrent-ils à Rodolphe une statue équestre, en reconnaissance d'un soutien qui bénéficia aux deux parties. Rodolphe fut également heureux dans le choix de son épouse. Gertrude de Hohenberg lui donna, au cours d'une longue union, quelques 12 enfants, capital inestimable pour mener une politique ambitieuse en faveur des siens. L'entreprise familiale Habsbourg est d'ailleurs florissante. Comme chef de guerre et comme suzerain, il ne craint aucun adversaire. Et quand il hérite du château de Kyburg, sa fortune est faite. Les Habsbourg sont désormais une des familles nobles les plus importantes de l'Empire. À l'origine, les propriétés des Habsbourg étaient très disséminées. Avec l'Oirie de Kyburg, elles devenaient imposantes. Pourtant, à l'échelle du Saint-Empire romain germanique, ces territoires faisaient pâle figure. Et ce, d'autant qu'un nouvel astre s'était levé à l'est, l'empire du roi de Bohême, Ottokar. À ces terres traditionnelles, la Bohême et la Moravie, Ottokar venait d'adjoindre le duché d'Autriche, ainsi que la Styrie, la Carinthie et la Carniole. Sur les rives du Danube et sur celles du Rhin, la situation est à peu près la même. Après l'extinction de la dynastie des Babenberg, l'Autriche est en butte à des guerres féodales et à des troubles sociaux. Le roi Ottokar vient jouer les sauveurs. Ce territoire sans maître est une proie bien tentante. Ottokar épouse alors Marguerite, la sœur du dernier Babenberg, ce qui lui ouvre des droits sur le duché d'Autriche. Le mariage, fruit non des sentiments, mais d'un calcul politique, est célébré au château de Hainburg, qui domine le Danube. Même quand il se séparera de Marguerite, Ottokar restera aux yeux de tous le seigneur du pays. Le roi de Bohême avait su s'attirer les grâces de la noblesse autrichienne, si bien que villes et forteresses se rendirent sans résistance. Le roi de Bohême était l'un des 7 princes électeurs. Ces derniers doivent, en 1273, élire un nouveau roi d'Allemagne, car dans le Saint-Empire, la couronne et le titre de roi des Romains ne sont pas héréditaires.
Les princes devaient impérativement mettre un terme à une période d'instabilité, ramener la paix dans l'Empire et assurer la sauvegarde des privilèges de chacun. Mais il fallait trouver un candidat de compromis, fort mais pas trop puissant, influent mais dépendant de la faveur des princes. Les délibérations traînant en longueur, Rodolphe de Habsbourg était reparti en guerre, cette fois contre l'évêque de Bâle. Il avait alors 55 ans et cherchait toujours à combler les espaces vides entre ses divers domaines. Bâle se défendit longtemps, mais sa résistance commença à faiblir. Rodolphe était en train de masser ses troupes aux portes de la ville en vue de l'assaut final, lorsque le burgrave de Hohenzollern se présenta avec un message des princes électeurs. Rodolphe accepta sans hésitation, et l'Empire eut à nouveau un roi. Le couronnement eut lieu à Aix-la-Chapelle. Le 24 octobre 1273, Rodolphe de Habsbourg entra dans la vénérable cathédrale où Charlemagne avait reçu la consécration suprême. L'Allemagne d'alors ne correspondait plus à l'image que se faisait Charlemagne d'un empire chrétien sur le modèle romain. Mais son idée avait survécu dans les esprits, même si le Saint-Empire avait connu un développement politique différent. La couronne impériale. Elle symbolise le pouvoir universel. Celui qui la porte est roi et prêtre, médiateur entre l'Église et les peuples. Le globe impérial, c'est le monde dans la main du roi. Ces insignes étaient la marque visible de la puissance impériale. À la vue de cette couronne, Rodolphe sentit s'éveiller en lui le désir de poursuivre cet héritage et d'adopter ce mythe antérieur à sa lignée. Désormais, il devenait le protecteur suprême de la chrétienté. Selon la Bible, 6 marches conduisaient au trône du roi Salomon. 6 marches mènent également au trône de Charlemagne, que gravit maintenant Rodolphe de Habsbourg. Son élection l'avait-elle transformé? L'insatiable conquérant devint un défenseur de l'ordre et un apôtre de la paix. Le roi Rodolphe parcourait ces pays en tous sens pour annoncer la paix générale. Il supprima les péages sur le Rhin pour y faciliter la circulation des bateaux de commerce. Les seigneurs durent cesser de pressurer les marchands. Et ainsi, le commerce devint florissant. Mais Rodolphe dut se détourner du Rhin pour s'occuper de l'Est de l'Empire. Sur les bords du Danube, il avait un défi à relever, une confrontation avec Ottokar. Comme le roi de Bohême refusait de reconnaître l'autorité de Rodolphe, celui-ci lui retira son titre de prince électeur ainsi que la suzeraineté sur l'Autriche. Officiellement, le pays des Babenberg revenait dans le giron de l'Empire, mais aussi dans celui des Habsbourg. En août 1278, Rodolphe rassemble ses troupes à l'est de Vienne, sur le Marsfeld. L'armée royale est un mélange hétéroclite d'Autrichiens et de Hongrois, mais aussi de Franconiens, de Souabes et d'Alsaciens. Ottokar dispose également d'une force importante. Il a lui aussi des mercenaires étrangers, bavarois, saxons et polonais. La riche plaine de leur rencontre a l'aspect d'un terrain de tournoi sans clôture. Et pourtant, Rodolphe réussit à dissimuler une partie de ses troupes. Il ne parie pas sur l'héroïsme des hommes. Il préfère recourir à une stratégie bien calculée. À l'aube du 26 août 1278, la bataille s'engage. Ottokar lance une violente attaque et domine la situation. Rodolphe jette toujours plus d'hommes dans la bataille. Il se bat à la tête de ses troupes et frôle même la mort à la suite d'une chute de cheval. Enfin, Rodolphe donne le signal de l'assaut final. Ses cavaliers prennent l'adversaire par surprise et le mettent en fuite.
Ottokar lui-même tente de s'échapper, mais ne parvient pas à aller très loin. À la fin de la journée, Rodolphe de Habsbourg a devant les yeux le cadavre mutilé d'Ottokar. Sa vengeance poursuit l'ennemi au-delà de la mort. Il refuse de lui accorder des funérailles chrétiennes. Ce n'est que bien des années plus tard que le roi de Bohême pourra enfin reposer à Prague. Le groupe de pays qu'Ottokar avait constitué devenait le noyau d'un nouvel empire. Sur le Marsfeld venait de se décider l'avenir de l'Europe centrale. 1278 marque le début de la domination des Habsbourg sur la région danubienne, et ce pour 640 ans. Rodolphe de Habsbourg comprit que le destin de sa dynastie se jouerait dans cette région. Sa politique servirait de base à l'édification de la future maison d'Autriche. De cette soif de pouvoir d'une famille allait naître et se développer l'idée d'un État danubien multinational. Rodolphe donna en fief à ses fils le duché d'Autriche, sur lequel il assit fermement la puissance de la maison Habsbourg. Il pouvait certes léguer ses terres et ses seigneuries, mais pas la couronne. Cependant, si ses descendants pouvaient faire état de possessions suffisantes, ils auraient leur chance lors de l'élection du roi. Rodolphe se comportait en père de famille prévoyant et en aïeul conscient de ses responsabilités envers sa dynastie. Mais plus tard, Rodolphe va oublier sa royale sagesse. Dans les dernières années de son règne, il court dans tous les sens, sans but précis et sans résidence fixe. Il pratique à nouveau la guerre privée et le brigandage, mais la chance l'a depuis longtemps abandonné. Ses sièges de ville et ses pillages ne font qu'accroître la misère dans l'Empire. L'autorité du roi se brise sur la misère des hommes. En 1291, il revient sur les bords du Rhin. Il a 73 ans et sent que sa fin approche. Il voudrait être enseveli dans la cathédrale de Spire, aux côtés des rois et empereurs des anciennes dynasties. Rodolphe de Habsbourg meurt sans voir son héritier lui succéder à la tête de l'Empire. C'est l'histoire qui réalisera les plans qu'il n'avait fait que rêver. Seulement, cela prit 150 ans. Entre-temps, d'autres familles accédèrent au pouvoir. Les Wittelsbach, les Luxembourg. Les descendants de Rodolphe, eux, s'étaient fixés en Autriche. Ils pouvaient attendre. La patience était leur grande force. Enfin, en 1452, la dynastie est à nouveau à l'honneur. Dans un luxueux carrosse, un Habsbourg traverse l'Italie. Il se rend à Rome pour y être couronné empereur par le pape. Le voyage dure des mois. Sur les routes chaotiques du Moyen-Âge, le voyageur n'avance que lentement. Mais en récompense de ses fatigues, sa fiancée l'attend sur le chemin de Rome. Il ne l'a encore jamais vue. La rencontre entre Frédéric III de Habsbourg et Éléonore de Portugal a lieu à Sienne. Un contemporain rapporte. D'abord, l'empereur avait pâli en voyant venir au loin sa fiancée. Mais lorsqu'il découvrit sa gracieuse silhouette, il se reprit et se réjouit d'avoir trouvé une aussi jolie épouse, bien plus belle que ne le disait sa réputation. Pour la première fois dans l'histoire de la dynastie habsbourgeoise, se réalisait la formule célèbre « Que d'autres fassent la guerre, toi, bienheureuse Autriche, conclus des mariages ». La couronne allemande devint dès lors et pour des siècles l'apanage des Habsbourg. Les princes avaient-ils donc renoncé à élire désormais l'empereur de leur choix? Pas du tout. Ils décidaient toujours de la succession au trône. Mais leur droit de vote leur servait à exercer un chantage sur les candidats. Ils réussirent de cette façon à renforcer leur pouvoir aux dépens de la puissance impériale. Le faible Frédéric III faisait donc leur affaire. Impuissant à faire face aux problèmes de l'Empire,
Frédéric se retira sur ses terres autrichiennes. Il y menait une existence des plus frugales. La plupart du temps, il s'enfermait à Wiener Neustadt, sa résidence préférée. Dehors, régnait la faim et la misère, car l'économie autrichienne était au plus bas. Dans tout le pays, des bandes de mercenaires se livraient au pillage, et l'on rendait Frédéric III responsable de tout cela. Il veut sans doute conquérir le monde dans un fauteuil, Ironisait-on. Sa léthargie provoquait des résistances et des révoltes. La Bohême et la Hongrie se liguèrent à la noblesse de Basse-Autriche. Un document comportant 254 sceaux est là pour témoigner de cette aversion envers le souverain. Albert, son propre frère, finit par le provoquer en combat. Le lieu de la rencontre est Vienne, une ville qui s'est plusieurs fois refusée aux Habsbourg. Rien ne laisse prévoir alors qu'elle deviendra un jour la capitale de leur empire. « 1462, une année d'épreuve. Frédéric est assiégé dans sa citadelle de Vienne et n'a pas seulement son frère, mais toute la ville contre lui. L'empereur est prisonnier de ses sujets. Bientôt, les réserves s'épuisent. Dans cette extrême détresse, l'empereur en était réduit à se nourrir avec les siens de bouillie de millet, écrit un chroniqueur. Mais Frédéric III avait appris à tenir, à supporter guerre de seigneurs et guerre d'État. Le temps travaillait pour lui et pour la réussite de sa mission de souverain. En 1463, la querelle des deux frères se termine brusquement avec la mort d'Albert. Frédéric avait survécu à son dangereux rival. Une curiosité de la salle d'armes impériale, le jeu de tournoi du petit Maximilien. Qui veut devenir roi doit s'y préparer longuement. Frédéric fit donner une éducation très complète à ce fils doué d'une vive intelligence. Il le voulait tout aussi capable d'exercer un métier ordinaire que de pratiquer l'art de la guerre. Le fils de l'empereur grandit dans la certitude d'une succession assurée. La dynastie des Habsbourg tenait ferme contre vents et marées. Maximilien est un jeune homme en pleine ascension, le type du gagneur. Il s'échappe de sa province si étroite. Et pour lui, la porte s'ouvre sur le monde. Maximilien d'Autriche épouse Marie de Bourgogne. Lui symbolise la majesté du souverain. Elle représente l'État souverain le plus riche à l'ouest de l'Europe et la Flandre qui en fait partie. À 18 ans, Maximilien découvre là-bas une culture citadine, une fierté bourgeoise et une vision neuve du monde. Ce pays était le port, la foire et le marché de toute l'Europe. Bruges, cœur du commerce mondial. Rien d'étonnant à ce que le voisin français ait convoité cette terre bourguignonne et qu'il l'ait envahie sans arrêt. Mais maintenant, le jeune archiduc est appelé à protéger le pays et les Flamands réservent au couple un accueil enthousiaste. Ce lien entre l'Autriche et la Bourgogne faisait entrer les Habsbourg dans le grand jeu politique des dynasties européennes. La Bourgogne était enserrée entre la France et les États allemands. Elle se composait de divers groupes de territoires. Il y avait les Pays Hauts, avec leur ancienne capitale, Dijon, et les Pays-Bas, c'est-à-dire la Hollande, la Flandre et le Brabant avec la nouvelle capitale, Bruxelles. Les ducs de Bourgogne ne régnaient pas sur un État souverain unitaire. Ils dépendaient de l'empereur et du roi de France, mais n'en comptaient pas moins parmi les princes les plus puissants d'Europe. Il existait dans leur territoire une ébauche d'administration moderne, une bureaucratie rigoureuse et en revanche un cérémonial de cour resté très moyenâgeux. Les ducs de Bourgogne se faisaient représenter dans toute leur gloire sur des tableaux religieux, un art pieux qui se voulait profession de foi politique. Au milieu des trois rois mages, Charles le Téméraire.
Le père de Marie, Charles le Téméraire, restait fidèle aux traditions de la chevalerie. L'ordre de la Toison d'Or rassemblait les plus nobles seigneurs de la chrétienté, ceux qui avaient promis solennellement de partir pour une nouvelle croisade. Mais celle-ci n'eut jamais lieu. Toute sa vie, Maximilien resta imprégné de cette culture à la fois raffinée et guerrière. Mais son bonheur bourguignon fut de courte durée. En 1482, Marie mourut des suites d'un accident de chasse. Elle fut ensevelie en grande pompe dans le chœur de l'église Notre-Dame de Bruges. Maximilien en éprouva une grande douleur, mais fut vite rattrapé par les réalités de la politique. La lutte pour la possession de la Bourgogne prit la forme d'une guerre sur deux fronts, contre la France et contre les villes révoltées de Flandre. Sentant leurs intérêts vitaux menacés, les Pays-Bas se soulevèrent. Ils refusaient de supporter plus longtemps la lourde fiscalité que le souverain faisait peser sur eux. Peu de temps auparavant, Maximilien était encore un héros. Maintenant, il était l'ennemi. Les villes se battaient contre leurs voisines, les Allemands contre les Flamands et les Français. C'était une guerre de tous contre tous. Pour finir, l'ancienne Bourgogne disparut. La Flandre revint aux Habsbourg et la lutte des Pays-Bas contre le pouvoir étranger honni allait se poursuivre pendant des siècles. Lourd héritage que laissa là Maximilien. Lui-même s'était montré valeureux dans de nombreux combats. La guerre était devenue pour lui un tournoi politique, auquel il participait avec une bravoure toute chevaleresque, mais dont le prix était trop élevé. Pendant que Maximilien se battait à l'ouest, son impérial père était fort menacé à l'est. Le sort de l'Autriche était en jeu. De cette époque date une œuvre d'art singulière, la coupe Corvinus. Cadeau de l'empereur au roi de Hongrie ou hommage du Hongrois à l'empereur. Cette œuvre magnifique est prémonitoire. On y voit représenter côte à côte les armes de l'Autriche, de la Bohême et de la Hongrie, que les Habsbourg rêvaient de réunir en un seul État. Mais le roi de Hongrie, Matthias Corvinus, nourrissait le même dessein, avec de bonnes chances de réussite. Matthias lança la première campagne. Il remonte le Danube jusqu'en Autriche pour déposséder l'empereur de son autorité. En 1484, les Hongrois encerclèrent Vienne et Frédéric III dut abandonner sa résidence de la Hofburg. Très vite, Matthias conquit les cœurs des Viennois. Il comprenait bien mieux que Frédéric l'esprit de son époque, se comportant en régent magnanime et en protecteur des arts et de l'humanisme. Aussi longtemps qu'il résida en Autriche, la couronne de Hongrie brilla d'un éclat irrésistible. Et si Matthias avait eu un héritier, que se serait-il passé? Vienne serait-elle alors devenue la capitale d'une monarchie danubienne sous direction hongroise? Mais le règne du roi hongrois ne fut qu'un bref épisode sans lendemain. Matthias Corvinus mourut à Vienne en 1490. Il était le dernier adversaire de Frédéric III qui triomphait sans avoir à combattre. La devise latine de Frédéric, A-E-I-O-U, à l'Autriche de régner sur l'univers, fut pour ses successeurs une sorte de testament. Au terme de 53 années d'un règne difficile, l'empereur avait quand même rempli sa mission. Sa succession était réglée, la dynastie des Habsbourg reconnue par toute l'Europe. Le tombeau de Frédéric devait être un monument d'une splendeur indestructible. La mort de l'empereur en 1493 correspond à un tournant de l'histoire. Le monde médiéval est en train de s'effondrer. Le ciel et la terre obéissent à de nouvelles lois scientifiques. Colomb découvre l'Amérique et l'imprimerie élargit l'horizon de la connaissance. La relève de Frédéric III par Maximilien Ier représente le passage d'une époque à une autre. Maximilien associe une politique de puissance des temps modernes au vieux mythe du Saint-Empire romain germanique. Il est le dernier chevalier et le premier homme de la Renaissance, aussi à l'aise dans la haute société que dans les montagnes tyroliennes. Innsbruck était sa résidence de prédilection.
C'est ici qu'il se remettait de ses échecs militaires et de ses revers politiques qui ne lui firent pas défaut. Du petit toit d'or, l'empereur et sa suite posaient leurs regards sur une foule bigarrée. Si les guerres coûtaient cher, il en était de même pour les fêtes qu'il aimait organiser, à l'image des ducs de Bourgogne. Le plus populaire des Habsbourg dépensait l'argent de ses sujets à pleine main. S'il aimait les tournois à l'ancienne, pour la guerre, il voulait un armement moderne. L'artillerie était sa passion. Et à l'arsenal d'Innsbruck, ses canons n'attendaient que le moment de servir. Une occasion se présenta très vite. En 1504, un différend s'éleva au sujet d'une succession au château de Kufstein. Maximilien mit ses grosses pièces en batterie et le tir précis de son artillerie lui donna une victoire rapide. Kufstein fut rattaché au Tyrol. Le souverain avait fait de cette province une plaque tournante pour la réalisation de ses vastes projets. Le Tyrol se trouvait sur une ligne de partage de l'Empire. D'un côté l'Allemagne, de l'autre l'Italie, et le Tyrol était le pont entre les deux. En passant par l'école du Fernpass et du Brenner, le commerce devenait facile entre la grande métropole des affaires, Augsbourg, et le sud. L'empereur voyageait beaucoup, toujours en quête de nouvelles ressources financières. Les succès de la dynastie avaient leur prix. Les mines et les hôtels des monnaies servaient de gage à sa politique d'expansion. Il n'hésitait pas à donner en garantie des morceaux de son cher pays à l'homme dont il devint l'éternel débiteur, le banquier Jacob Fugger. Celui-ci lui accorda d'énormes crédits et obtint en échange des parts importantes de l'industrie minière tyrolienne. Le château de Tratsberg au Tyrol, un luxe éblouissant, celui dans lequel vivaient les hommes d'affaires riches. La salle Fugger, avec tous les raffinements que permettaient la fortune et la puissance. Les dettes de l'empereur oscillaient en permanence entre 200 000 et 400 000 florins, quand la ville de Vienne versait en impôts 2000 florins par an. En échange, Maximilien concédait aux Fugger un monopole commercial. Ces grands financiers avaient donc tout intérêt à investir dans les projets du souverain. Maximilien fut un grand visionnaire. Il avait foi dans le mythe des Habsbourg et il savait en tirer de l'argent. Il surmonta crises et conflits grâce à une vaste politique d'alliance et de mariage. Il fit épouser à son fils Philippe la princesse Jeanne d'Aragon. De cette association de deux dynasties allait naître une nouvelle puissance mondiale, la Maison d'Autriche. Qui ne travaille pas à sa mémoire au cours de sa vie sera oublié dès que la cloche des morts aura sonné, disait Maximilien. Sa vie s'acheva le 12 janvier 1519. Il n'avait pas oublié de penser à sa mémoire. Dans l'église de la cour, à Innsbruck, il s'était fait dresser un imposant sarcophage sur lequel devaient être représentés ses ancêtres défunts. L'empereur avait prévu une suite de statues de bronze, plus grandes que nature, à la gloire de la dynastie. Le monument resta inachevé, comme tant de projets de Maximilien. Et malgré cela, il représente parfaitement le mythe Habsbourg, ce rêve d'un empire universel. Un rêve qui se réalisera avec les petits-fils de Maximilien. Après Maximilien, la dynastie fut assez solide pour faire face au pire coup du sort. Philippe, le fils de l'empereur, mourut jeune. Son épouse espagnole en perdit la raison, mais l'avenir de ses enfants fut préservé. Charles, l'aîné, grandit aux Pays-Bas sous la tutelle de sa tante Marguerite. Celle-ci administrait le pays en qualité de gouverneur et remplissait ses fonctions avec diplomatie et sensibilité. Elle avait toutes les qualités d'un fin politique, même dans sa vie privée.
Elle fut très attentive à l'éducation des enfants de son défunt frère. Ici, au milieu de ses sœurs, c'est Charles, le futur maître d'un empire mondial. À Malines, à la cour de Marguerite, on le prépare à son métier de monarque. Dès l'enfance, il entre dans la vie publique. À 7 ans, il signe des documents officiels. À 8, il écrit au pape en latin. Tout en jouant, Charles se familiarise avec le pouvoir. Il resta longtemps séparé de son frère cadet. Ferdinand passa en effet son enfance et sa jeunesse dans la patrie de sa mère, l'Espagne. La Castille, un vaste espace sans limite. La Castille, pays des forteresses solitaires, bastion d'un catholicisme militant. Le combat de la croix contre le croissant dont rêvaient les chevaliers bourguignons était pour les grands d'Espagne une croisade permanente. La Reconquista, la reconquête des territoires enlevés par l'islam. 800 ans se seront écoulés avant que l'Espagne ne redevienne entièrement chrétienne. En 1492, les Arabes et les chrétiens espagnols livrèrent leur dernière bataille. Lorsque les Habsbourg arrivèrent, l'issue de cet affrontement entre deux religions ne faisait plus de doute. Mais avec la défaite de l'islam, une ère de tolérance prenait fin. Les libérateurs catholiques se vengèrent avec cruauté. Morts et juifs furent pourchassés et expulsés sous le signe de la croix. Le jeune Charles fut-il conscient de cette ignominie? À 17 ans, il découvre l'Espagne pour la première fois. Il parcourt la Castille. Il est un étranger dans son pays, lui, le futur Charles Quint, lui qui aura à porter la couronne d'Espagne. Plus il progresse à l'intérieur du pays, plus il avance vers son propre destin familial. Il retrouve sa mère, Jeanne, qui a sombré dans la folie, incapable d'assumer le gouvernement de l'Espagne. Elle va décliner pendant des décennies dans le cloître de Tordesillas et mourra à un âge avancé pour l'époque, sans même s'être rendu compte que l'Espagne devenait une puissance mondiale. En Castille, Charles rencontra son frère Ferdinand. Élevé au château de Simancas, il était destiné à monter sur le trône. Mais le droit successoral voulait que ce fût Charles qui reprit la totalité des possessions familiales. Et c'est ainsi que l'Espagnol Ferdinand dut quitter l'Espagne pour toujours et laisser la place à son aîné. L'intérêt de la dynastie primait sur celui du pays. Il ne s'agissait d'ailleurs pas d'un pays, mais d'un empire à l'échelle mondiale qui englobait une partie de l'Italie, les Pays-Bas et des colonies dans le Nouveau Monde. Charles Quint nomma son frère gouverneur en Allemagne et souverain des territoires héréditaires d'Autriche. Le partage de la maison d'Autriche en deux branches, l'une espagnole et l'autre autrichienne, était accompli. Le rêve de la monarchie universelle se révéla être une lourde hypothèque pour Charles Quint, car il ne pouvait être couronné empereur qu'avec l'aide des Fougueux. Ceux-ci brisèrent l'opposition des adversaires des Habsbourg grâce à d'énormes pots de vin. L'élection de Charles coûta en tout 850 000 florins. En ce temps-là, une servante gagnait 1,5 florin par an. Un maître d'école, 3 ou 4 florins. Le jeune empereur se trouva alors en présence d'une situation dans l'Empire qu'il dut trouver confuse et insoluble. Ces tentatives de réforme par le haut se heurtèrent à des intérêts locaux et à des privilèges de classe. Les villes d'Empire s'opposaient aux revendications des princes. Le bas clergé souffrait de la corruption ouverte des évêques et des chanoines. Des chevaliers désargentés s'en prenaient impunément aux bourgeois aisés. Chaque classe sociale vivait sur le dos des autres, et tous ensemble opprimaient les paysans. À Augsbourg, Jacob Fugger crée les premières habitations à caractère social.
Mais il s'enrichit en vendant des indulgences pour le compte du pape, qui, comme l'empereur, est un de ses débiteurs. Il se constitue un capital en exploitant la mauvaise conscience des pauvres pêcheurs. Ce sordide trafic d'indulgences provoque l'entrée en lice de Martin Luther. Le combatif moine Augustin publia ses 95 thèses contre les indulgences et les mit publiquement en discussion. L'écho est considérable. On s'arrache les écrits de Luther et l'imprimeur devient le meilleur allié de la réforme. On ne peut plus cacher que l'Église est pourrie et porte en elle les germes de la division. Ce que Luther voulait, c'est la rénovation d'une Église unique. Ce qu'il récolte, c'est le schisme. Le pape lance l'anathème contre lui. La décision papale invitait l'empereur à prendre position. En Angleterre, le roi s'était déclaré hérétique et avait pris la tête d'une église nationale réformée. Mais dans le Saint-Empire, l'empereur se devait de rester le gardien de la foi catholique, le protecteur du pape. En 1521, Charles Quint met Luther au banc de l'Empire, allumant ainsi les guerres de religion en Allemagne. Luther reste inflexible, faisant du coup peser sur les épaules de l'empereur une croix que celui-ci portera toute sa vie. Nouveaux adversaires, anciens ennemis. Dans le duché de Milan, une confrontation se produit entre les Habsbourg et les Valois. La France unifiée voit dans la monarchie universelle des Habsbourg une provocation permanente. Deux dynasties se battent pour l'hégémonie en Europe, et le pape, troisième grande puissance politique, joue à les opposer, car il ne supporte la suprématie ni de l'une ni de l'autre. Politique d'équilibre dans le style de la Renaissance. 24 février 1525. Sur un terrain neutre, non loin de la Chartreuse de Pavie, la bataille pour le pouvoir va se dérouler entre les deux princes chrétiens. Les Français sont supérieurs en nombre, mais les mercenaires impériaux, au nombre de 20 000 environ, disposent pour la première fois d'armes à feu portables et gagnent la bataille. Un succès militaire aux conséquences fâcheuses pour le vainqueur, car le pape prend le parti de la France contre l'empereur. Les lance-canets de Charles Quint, qui ne sont plus payés, partent alors en Italie. Beaucoup sont luthériens et veulent demander raison au pape. Ils marchent sur Rome. En 1527, la ville éternelle est pillée et dévastée par les troupes habsbourgeoises. La guerre est ouverte entre le pape et l'empereur. C'est la fin d'une pieuse légende. À la tête des affaires de l'Empire, le frère de Charles Quint se montrait capable et conciliant. L'Espagnol Ferdinand avait fait de Vienne sa résidence et sa capitale, mais aussi un rempart contre les coups de boutoir de l'islam. Le croissant au-dessus de la Hongrie. Dans leur marche à travers l'Europe, les Turcs semaient la terreur. Ils prétendaient conquérir l'Occident par le fer et le feu. Le danger à l'Est se faisait chaque jour plus menaçant. En 1526, les Turcs et les Hongrois se trouvent face à face dans une plaine près de Mohacs. Le sultan avait mobilisé quelques 100 000 hommes. Les fidèles du roi Louis de Hongrie étaient voués à la défaite. Mohacs. Pour les Turcs, un épisode parmi d'autres. Pour les Hongrois, une tragédie historique. Pendant un siècle et demi, une grande partie du royaume allait subir la domination turque. Au cours de cette bataille, le roi Louis perdit la vie. L'histoire hongroise a fait de lui un martyr. Mais sa mort inaugurait une nouvelle ère en Autriche. 1526 vit en effet la naissance de la monarchie danubienne. Louis régnait sur la Bohême et la Hongrie. Ces deux couronnes revinrent en héritage au beau-frère de Louis, Ferdinand de Habsbourg. La clé de voûte de l'édifice habsbourgeois était enfin posée.
Ferdinand sut tirer parti de ces nouvelles couronnes et de l'administration de leur territoire. Il guida un fils rebelle sur la voie de la succession au trône. Le jeune homme avait montré de la sympathie pour le protestantisme. Il lui fallut se soumettre à un père à la fois fervent catholique et tolérant. À grand-peine, Ferdinand maintint la cohésion de l'immense patrimoine territorial. Mais il réussit à établir autour du Danube un empire multinational d'un caractère original. Alors que Charles Quint et Ferdinand régnaient côte à côte, le monde changeait. Au XVIe siècle, les cartographes redessinaient inlassablement leurs cartes au fur et à mesure des nouvelles découvertes. Charles Quint voyagea toute sa vie. Il n'avait pas de résidence fixe, mais quelques centres d'où il rayonnait. Entre autres Bruxelles. Car il rêvait de ressusciter l'ancien royaume de Bourgogne et d'établir une nouvelle organisation des États. Mais que faire de la France et de l'Angleterre? C'est l'existence de ces deux puissances qui brisa sa vision d'une Europe unie. L'idée impériale se distinguait-elle des intérêts de la dynastie? Pour Charles Quint, ils étaient étroitement liés. Dans l'empire des Habsbourg, on parlait des langues multiples. Sans relâche, l'empereur franchissait des seuils de nations différentes, courant d'un monde à l'autre. Tolède, vieille capitale espagnole qui ne fut jamais résidence des rois. Charles Quint, lui aussi, ne faisait qu'y passer, attiré cependant par l'atmosphère particulière de la ville, où se mêlent les cultures et où fusionnent les mystiques arabes, chrétiennes et juives. Charles apprit à connaître l'islam en Espagne et sur les rives de la Méditerranée, non sur ses frontières de l'Est. Son regard se portait ailleurs, au-delà des limites occidentales du continent. En effet, là-bas, des capitaines et des aventuriers affrontaient l'océan. Pour le compte de la couronne, ils découvraient et assuraient la conquête du Nouveau Monde. Ils firent de Charles Quint le maître d'un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. L'empereur n'a jamais mis les pieds en Amérique. Que savait-il de l'extermination des indigènes perpétrée en son nom? Lorsque Cortés débarqua au Mexique, 25 millions d'Indiens y vivaient. Quelques dizaines d'années plus tard, il n'était plus que 1 300 000. Les Indiens furent évangélisés, réduits en esclavage ou écorchés vifs. Charles Quint se servit de la rapacité de ses gouverneurs. À ces trésors du Nouveau Monde, l'Espagne doit son accession au rang de puissance mondiale. Mais plus tard, ce sont aussi ces trésors qui furent à l'origine de son déclin et de sa ruine. Les Habsbourg d'Espagne avaient toutefois eu le temps de se faire immortaliser en or. Charles Quint revenait de plus en plus rarement en Allemagne, pas assez souvent pour y mener une politique cohérente. Jacquerie et guerre de religion avaient ébranlé l'Empire. Les princes s'affrontaient dans deux camps en fonction de leur religion. Les protestants se constituaient en ligue de combat. Cela conforta l'empereur dans son dessein de résoudre le problème religieux par la force. Charles Quint tenta de reconstituer l'unité de la foi par les armes et conduisit une croisade dans son propre pays. En 1547, il prit part personnellement à la bataille. À Mühlberg-sur-Elbe, il vainquit les luthériens. Voici comment le Titien l'a peint. En empereur, combattant solitaire, marqué par la guerre, sans être transfiguré par la victoire. C'est que cette victoire fut sans lendemain. Elle ressemblait à une défaite. C'est contre la volonté de l'empereur que les princes conclurent la paix entre eux et acceptèrent la coexistence des deux confessions.
Charles Quint avait définitivement perdu le combat contre Luther. La lourdeur de sa charge, la couronne et le casque finirent par lui peser. En 1556, il abdiqua et transmit l'empire et la couronne impériale à son frère Ferdinand, et celle de l'empire espagnol à son fils Philippe. La division de la dynastie en une branche espagnole et une branche autrichienne était dès lors scellée. À 56 ans, Charles se mit en route pour sa dernière destination, l'Espagne. Charles, le plus puissant souverain du monde, avait laissé des dettes énormes à son fils. Les nombreuses guerres et les dépenses de prestige, mais aussi de graves erreurs dans sa politique économique, avaient rendu l'empereur insolvable. Aussitôt après son couronnement, Philippe II déclara la faillite de l'État. Il gagea ses territoires, lança des emprunts forcés et se jeta dans une nouvelle guerre contre la France. Détaché de toutes ces contingences, Charles Quint était arrivé au terme de son voyage. Il décida de s'installer dans le voisinage du cloître de Saint-Jérôme, à Yuste. « Je souhaite me retirer auprès de vous pour finir mes jours », avait-il écrit. « C'est pourquoi je vous demande de me préparer une chambre. » Là, il put enfin trouver le repos et s'abandonner à ses souvenirs. Il songeait avec mélancolie à celle qui fut son épouse et sa confidente, Isabelle de Portugal. Son portrait, peint par Le Titien, ne l'avait jamais quitté. À Yuste, il occupa une place d'honneur. La légende veut que Charles Quint ait terminé sa vie comme moine, dans l'ascèse la plus totale. Il avait certes renoncé au monde, mais celui-ci se rappelait sans cesse à lui. Des émissaires le tenaient au courant des événements politiques de l'Empire ou venaient lui demander conseil. Tout ici est resté en l'état. Le fauteuil de l'empereur Podagre, son pupitre de lecture, la litière pour ses promenades à travers le jardin. En dépit de l'endettement de l'État, il disposait d'un budget confortable. Dans son exil librement choisi, l'empereur ne devait manquer de rien. La musique était sa grande passion. Il aimait écouter le chant des moines, qui n'a pas changé depuis cette époque. Gloria fut le dernier tableau que le Titien peignit pour lui. L'empereur et sa famille y sont représentés, étroitement mêlés aux anges et aux saints, dans la tradition des rois castillans, imprégnés de leur foi dans l'au-delà. Ce tableau, Charles Quint se le fit apporter sur son lit de mort. Son fanatisme religieux se renforça dans cette solitude. Il n'était pas parvenu à se guérir du traumatisme laissé par le conflit avec Luther. Une dernière fois, il ordonna à son fils Philippe de châtier les hérétiques avec la dernière énergie, sans exception et sans pitié. Mais la roue du temps ne revient pas en arrière. Et lorsqu'un jour, il essaya en vain de faire marcher d'un même rythme deux de ses précieuses montres, il dut le reconnaître. Les hommes sont comme les montres. La fragilité des choses de cette terre l'a sans doute souvent conduit à s'interroger. Le puissant doit avoir conscience de ses points faibles. Cela le protège d'un excès d'orgueil dans la réussite et du découragement ou du désespoir dans le malheur. Tous les pays de l'Empire des Habsbourg ne furent réunis en une seule main que l'espace d'un instant. À sa mort, en 1558,
Charles Quint ne laissait derrière lui qu'un héritage morcelé. La véritable histoire des Habsbourg est l'histoire de la Maison d'Autriche, et celle-ci est au cœur de l'histoire de l'Europe. Edward Crankshaw. Dans l'Europe de la fin du XVIe siècle, Vienne, la vieille capitale, à la limite orientale de l'Empire des Habsbourg, se trouve sous la menace permanente d'une invasion turque. Mais les Viennois ont appris à vivre avec ce danger et ils se sentent en sécurité sous l'aile protectrice du palais impérial. Depuis 1564, règne ici Maximilien II. Jeune homme coléreux, il avait failli adopter la foi protestante. Plus tard, ce souverain sage et mesuré fit tout pour rapprocher les deux confessions ennemies. La tradition catholique de la famille des Habsbourg était sauvegardée, mais l'empereur Maximilien II tenait absolument à créer un climat de tolérance et de liberté intellectuelle. Il fit donner à ses enfants une éducation conforme aux idées humanistes. L'épouse de Maximilien n'avait que faire de cette liberté de pensée. Avec nostalgie, elle tournait ses regards vers l'Espagne, où le catholicisme imposait toujours sa loi des reins, et où son royal frère Philippe restait fidèle à sa mission divine et exerçait son pouvoir avec le secours de l'Église. Les Habsbourg d'Espagne revendiquaient fièrement leur appartenance à une unique dynastie commune, la Maison d'Autriche. Cela n'empêchait pas les différences. Il existait entre les deux cousins, Maximilien et Philippe, une rivalité à peine voilée. En abdiquant, Charles Quint avait partagé l'empire des Habsbourg en deux groupes de pays et en deux blocs d'influence. Son fils Philippe, roi d'Espagne, régnait également sur les colonies d'outre-mer, sur d'importants territoires en Italie, ainsi que sur la Bourgogne et les Pays-Bas. Maximilien avait reçu en partage les provinces autrichiennes, la Bohême et la Hongrie, et la possibilité de coiffer la couronne impériale romaine et germanique. Celle-ci était-elle une juste contrepartie politique au regard des possessions bien plus importantes de la branche espagnole? Philippe II régnait sur de nombreux pays, mais s'était fixé en Castille. C'est de cette région que sont partis l'exemplaire ascension et le déclin de l'Espagne. Que s'était-il passé? L'or et l'argent du Nouveau Monde avaient amené l'inflation. La montée des prix entraîna une baisse de la demande. Les produits espagnols n'étaient plus concurrentiels.
le commerce et l'artisanat périclitèrent. Philippe sut-il maîtriser cette crise du système? L'héritier d'un empire universel voulait en être le mainteneur. Il ne pouvait donc penser et agir qu'en conservateur. L'Escurial est à l'image de son credo politique. L'Escurial, à la fois palais et cloître, symbole des liens étroits entre l'État et la religion, affirmation monumentale de l'autorité royale et du dévouement à la religion. Philippe II régnait sur de nombreux peuples, mais il posait sur le monde les yeux d'un Castillan, comme sur la terrible Inquisition. Pour le Habsbourg espagnol, envoyer les hérétiques au bûcher était une proclamation de foi, un acte relevant du droit ou de l'ordre public. Toute sa vie, Philippe rêva d'une croisade pour la défense de la foi catholique. Le Gréco a peint le roi tel qu'il se voulait être, fidèle serviteur de Dieu et adversaire redoutable de l'enfer. C'est en ce lieu que se nouaient tous les fils de la monarchie espagnole. Philippe II, méfiant, inabordable, expédiait la plupart des affaires de l'État dans la solitude. Être roi n'est rien d'autre qu'une sorte d'esclavage avec couronne, avait-il coutume de dire. Philippe était-il prisonnier de son propre pouvoir? L'Escurial comptait aussi des parties isolées où le roi pouvait se soustraire au cérémonial figé. On y rencontrait un autre Philippe, amoureux de la nature, ami des arts et attaché à sa famille. Avec sa troisième femme, Élisabeth de Valois, il connut une union heureuse. Ses rapports avec Don Carlos, fils d'un premier lit et prétendant à la couronne, furent plus difficiles. L'évolution du jeune homme ne présageait rien de bon. Au sujet de l'affaire Don Carlos, il n'existe que des présomptions, des rumeurs intéressées. Le prince héritier avait-il participé à une conjuration contre le roi, ou bien avait-il été simplement victime d'intrigues politiques? Officiellement, on déclara qu'il avait perdu la raison. Quoi qu'il en soit, Philippe fit arrêter son malheureux fils. On ne le revit plus. Le palais devint son cachot, et pour tout dire, un cul de basse-fosse mortel. Il mourut à 23 ans. De ses propres excès, ainsi qu'on le dit, ou sur instruction de son père. La course au pouvoir s'achevait en tragédie familiale. De par sa nature, Philippe était un souverain timoré, alors que, vu de l'extérieur, il passait pour agressif. C'est sous cet aspect que les sultans ottomans, ces vieux adversaires des Habsbourg, ont dû également le voir. Dès le XIVe siècle, les Turcs traversèrent la Méditerranée et pénétrèrent en Europe. Le conflit entre la croix et le croissant se déroulait essentiellement en Italie. Les arsenaux de Venise livraient de plus en plus de navires de guerre aux Espagnols, dont les possessions en Italie constituaient le rempart de la chrétienté contre l'islam. En 1570, les Turcs engagèrent une nouvelle guerre en Méditerranée. Les forces en présence avaient en commun leur climat et leur espace de vie. Ce qui les opposait était l'histoire des religions qui les enfermait dans deux camps irréconciliables. À Lépante, les Turcs furent anéantis en combat naval par les Espagnols. Philippe, selon son habitude, dirigeait les opérations depuis son bureau. Mais la victoire est quand même à mettre au crédit de la famille. Le demi-frère du roi, le brillant amiral Juan d'Autriche, se distingua à la tête de la flotte espagnole. La demi-sœur de Philippe, Marguerite, eut moins de succès. Gouverneur des Pays-Bas, elle essayait de maintenir l'équilibre et la bonne entente entre tous. Mais Philippe entendait soumettre l'Ouest européen au même régime que l'Espagne. Résignée, Marguerite préféra s'en aller.
Malgré la domination étrangère exécrée, les villes de Flandre et du Brabant ne cessaient de s'enrichir. Cette richesse ne faisait que renforcer le besoin de liberté de la population, ce qui déclencha une rébellion ouverte contre les Espagnols. Le 5 juin 1568, un tribunal expéditif, le Conseil du Sang, se tint sur la grande place de Bruxelles. Les comtes Egmont et Horn montèrent à l'échafaud. D'avance, Philippe avait signé en blanc la sentence. Le duc d'Albe l'exécuta. Venu d'Espagne, la mort est notre maître. Tel était l'avis du Hollandais Peter Bruegel. Dans l'œuvre de Bruegel, la mort triomphe des riches comme des pauvres, de la religion comme de la foi en l'immortalité. Et c'est ce tableau-là que Sa Majesté très catholique aimait. Ces années-là furent décisives pour l'Espagne et pour tout l'empire des Habsbourg. Maximilien II mourut en 1576. Ces 12 années de règne ne représentèrent qu'un trop bref intermède de raison et de tolérance. À Maximilien II succéda son fils aîné. Rodolphe II mettait toute sa confiance dans le prestige de la dynastie et croyait en la valeur universelle de la puissance impériale. Au XVIe siècle, religion et politique étaient indissolubles. Élu roi de Bohême, Rodolphe portait désormais aussi la couronne de Saint Venceslas. Il transféra alors le siège de l'Empire de Vienne à Prague. Il pensait y être à l'abri de la menace turque. De là, il voulait maintenir la paix et la tranquillité dans tout l'Empire. Prague fut ainsi confirmée dans son rôle de grande métropole européenne. Chargé de maintenir l'ordre de par sa fonction impériale, Rodolphe voulait faire régner l'équilibre entre tous, malgré la recrudescence des troubles et l'affaiblissement de son autorité. Les tensions entre les groupes ethniques de Bohême et d'Allemagne augmentèrent. Depuis les guerres hussites, la Bohême restait un pays déchiré. Pour amener les adversaires à se réconcilier, Rodolphe confia à des protestants des fonctions importantes à la cour, mais ne put empêcher la désunion des religions et des peuples. L'empereur était parti pour Prague plein de confiance, mais très vite, il se retrancha de plus en plus derrière les murs de sa citadelle, car Rodolphe était torturé par le sentiment qu'il ne parviendrait pas à comprendre et à maîtriser le monde qui l'entourait. À quoi ressemblait donc ce monde réel devant lequel Rodolphe fermait les yeux? Au milieu de tous les conflits politiques, la Bohême restait la contrée la plus riche d'Europe et était au premier rang des pays des Habsbourg. Le quart de toutes les terres appartenait à 11 familles. Le seigneur donnait aux paysans sa protection. En échange, celui-ci lui apportait des revenus et des prestations qui le dispensaient de tout travail. Le brassage de la bière se développa et devint une activité lucrative. C'est pourquoi on se mit à planter du houblon et de l'orge, surtout en Bohême. Cette production à forte rentabilité accroissait les revenus des propriétaires terriens et le rendement de la corvée à laquelle les paysans étaient soumis. Les techniques avancées de l'industrie minière de Bohême profitaient aussi aux adeptes de l'alchimie. Selon la légende, ceux-ci œuvraient dans la ruelle des faiseurs d'or. À l'ombre de la citadelle, ils se livraient à des expériences sur les pierres et les métaux précieux. Et en recherchant la formule du saint-or pur, ils découvraient certains mystères de la matière. À l'époque, science et magie ne faisaient qu'un, et c'est dans un tel contexte que vivait Rodolphe II. Il attira à sa cour nombre d'artistes et de savants, dont les imaginations créatrices s'entrecroisaient. Si l'efficacité politique du monarque fut faible,
La réussite du mécène, en revanche, fut grande. Sa collection d'œuvres d'art était réputée dans le monde entier. Prague était alors le foyer le plus fécond du maniérisme finissant. Mercure ou le rêve de l'homme volant. Dans cette sculpture de Giovanni Bologna, l'attitude est symbolique. Bologna se libère des lois de la statique et soustrait ses créatures à la pesanteur terrestre. La collection de Rodolphe témoigne de ses goûts et de sa mentalité. L'ancien s'y mêle au moderne, le mythe antique à la propagande politique. Rodolphe II posa en héros guerrier. Lui-même n'avait jamais participé à aucune bataille, mais dans les œuvres de ses artistes, il se faisait représenter en homme fort. Il se voyait en Hercule soulevant le monde. Le solitaire du Ratchin était amateur de jolies femmes, mais ne put jamais se décider à en choisir une. Prague vers 1600, entre deux époques et à un tournant de l'histoire. Et face à un monde en marche et en pleine mutation, un empereur qui cultive l'immobilisme politique. Patienter et gagner du temps, ce fut là le sort réservé à ses 36 années de règne. L'autre Habsbourg, Philippe II, ne sut pas non plus résoudre les problèmes de son temps. Il avait raffermi la puissance et l'autorité de l'Espagne, mais de plus en plus de pays s'opposaient à sa politique de conquête. Il entra dans un conflit violent avec la reine Élisabeth Ier d'Angleterre. Elle, qui avait failli devenir sa femme, était maintenant sa plus farouche adversaire. Le 8 août 1588, la flotte d'Élisabeth prit l'armada espagnole sous le feu de ses canons et parvint à l'anéantir presque totalement. Le prestige universel de l'Espagne sombra avec son armada, cependant que l'Angleterre s'affirmait désormais comme la première puissance maritime. En 43 ans de règne, Philippe n'avait pas réussi à limiter le nombre de ses guerres et à réduire les dettes de l'État. Son dernier portrait nous montre un homme malade, confit dans sa dignité. Ses doigts, atteints par la goutte, pouvaient à peine tenir une plume. Mais le roi s'obstinait à vouloir décider seul, et il s'occupa jusqu'à la fin de sa vie de la construction de l'Escurial. Jadis, Philippe II avait loué son père d'avoir voulu ériger un monument à la mémoire des Habsbourg d'Espagne. Il acheva cette œuvre en 1598, l'année de sa mort. L'âge d'or de l'Espagne avait perdu son éclat. Charles Quint avait une vision unitaire de la monarchie habsbourgeoise. Son fils Philippe privilégia les intérêts espagnols à l'ouest de l'Europe et renforça la ligne de rupture qui, déjà, scindait en deux la maison d'Autriche. À l'Est, Rodolphe II avait à défendre l'Empire contre les Turcs. Depuis la bataille de Lépante, les Turcs étaient éliminés de la Méditerranée. Ils se rabattirent alors sur la voie terrestre et traversèrent la Hongrie. Sous le règne de Rodolphe, la Turquie avait atteint sa plus grande extension. Les frontières autrichiennes avaient été modifiées plusieurs fois. Elles passaient maintenant le long de la Save et remontaient par le nord-ouest de la Hongrie jusqu'au lac Balaton. Quand les armes parlèrent, les protestants eurent leur mot à dire, en leur qualité de chrétiens associés à la lutte et de partenaires commerciaux. L'empereur catholique dut leur faire des concessions importantes. Et l'on entendit bientôt « Le Turc fait le bonheur des luthériens ».
La longue guerre de Rodolphe contre les Turcs dura 14 ans. Ni les chrétiens ni les musulmans n'étaient assez forts pour arracher une victoire décisive. La propagande de la cour montrait l'empereur en chef de guerre victorieux, mais il y avait une distance de l'image à la réalité. Rodolphe était devenu imprévisible. Sa politique fluctuante soulevait bien des oppositions au sein de sa proche famille. L'ambitieux frère de Rodolphe, Mathias, conclut un armistice avec le sultan contre la volonté de l'empereur. Peu à peu, Rodolphe II perdit une partie de ses pouvoirs. Il s'accrochait à sa dignité impériale, mais dut céder la couronne de Bohême à Mathias. En 1612, après la mort de Rodolphe, Mathias allait devenir empereur à son tour. Mais la dispute entre les deux frères semblait l'avoir affaibli. Il ne parvint pas à conjurer le malheur qui s'abattait sur l'Europe. Les Habsbourg ne réussirent pas à ramener la paix en Bohême. Les conflits religieux et sociaux étaient trop imbriqués les uns dans les autres. C'est ici que les oppositions se heurtèrent avec le plus de violence. 200 ans plus tôt, Jean Hus avait prêché en langue tchèque contre le clergé allemand. Le grand réformateur avait fini sur le bûcher. Mais la flamme de ses paroles brûlait toujours en Bohême et ne pouvait pas être éteinte. L'empereur Mathias s'était montré impuissant à résoudre la crise de Bohême. Catholique combatif, son successeur Ferdinand II a recours à la violence. Les opposants, en effet, avaient par-dessus sa tête élu un roi protestant, l'électeur palatin Frédéric. Le monarque habsbourgeois ne put tolérer cet affront, et ce fut le début d'une guerre qui allait durer 30 ans et ne laisserait de l'Europe que ruines et cendres. Le 8 novembre 1620, à la Montagne Blanche, non loin de Prague, une armée composée de Bohèmes et de Palatins se heurta aux troupes alliées de la Bavière et de l'Autriche. Des deux côtés, on comptait des mercenaires de toutes origines, polonais et hongrois, espagnols et italiens. On se battait pour sa propre armée, et non plus pour un pays. La bataille de la Montagne Blanche se termina en quelques heures par l'éclatement des lignes bohèmes. Une victoire impressionnante des impériaux. L'Allemand du Palatinat, Frédéric, qui n'était roi de Bohême que depuis 1 an, fut contraint de fuir précipitamment. L'empereur réintégra son château de Prague. Ferdinand II avait prié avec ferveur pour obtenir cette victoire. Maintenant, il allait châtier la Bohême sans aucune pitié. Tous ceux qui ne se déclarèrent pas catholiques furent poursuivis et expropriés. Plus de 30 000 familles durent ainsi quitter leur pays. Quant aux meneurs de la rébellion, leur dernière heure avait sonné. Le 21 juin 1621, un tribunal du sang se tint dans l'ancienne cité, sur la place de l'Hôtel de Ville. 27 hommes furent torturés à mort. Avec eux disparut l'élite du pays. Pour la Bohême commença alors une période de ténèbres. À l'extérieur, c'était l'escalade dans la guerre. Les grandes puissances se déchiraient pour la suprématie en Europe. L'Allemagne religieuse était déchirée entre les confessions et politiquement ruinée. À la Ligue des princes catholiques fidèles à l'empereur s'oppose une union protestante. De plus en plus de pays vinrent s'immiscer dans ce conflit intérieur à l'Empire. L'Espagne vint en aide à l'empereur avec de l'argent et des armes. La France, entourée de toutes parts par des terres habsbourgeoises et se sentant constamment provoquée, se lia avec la grande puissance protestante qu'était la Suède
contre l'Espagne et contre la Maison d'Autriche. Cependant qu'à l'Est, la menace turque, bien que momentanément désamorcée, continuait de planer. C'était la première guerre à laquelle participèrent presque tous les États du continent. Un règlement de compte à la fois politique et religieux. Un affrontement de classes se mêlait au combat pour la foi. Et toutes les parties déclaraient défendre une juste cause et invoquaient la légitimité de leur engagement. Qui prit maintenant les armes? Qui s'engagea dans cette guerre de 30 années? Beaucoup se laissèrent recruter pour échapper à une vie civile qui ne leur offrait aucun avenir. Le métier de soldat donnait aux pauvres une chance, si petite fût-elle, d'améliorer leur sort. Car le soldat n'avait à payer d'impôts à personne. Cette guerre mobilisa d'invraisemblables masses d'hommes. Plus importante encore que les armées était leur suite, le train des équipages qui accompagnaient les troupes. Femmes de soldats, filles de joie, palefreniers et servantes. Tous traversaient le pays en pillant au cri de « L'armée se bat, l'ennemi doit payer ». Toutefois, l'ennemi était rarement le soldat d'en face, mais le plus souvent un malheureux paysan que l'on détroussait et torturait au bord de la route. D'autres surent profiter de cette guerre, à commencer par le général en chef de l'empereur, Albert Wallenstein, l'audacieux stratège et tout aussi grand spéculateur. Il était en mesure de lever toute une armée en la finançant de ses deniers. Chef de guerre et fabricant d'armes, il pouvait se mesurer avec l'empereur. Il alla même jusqu'à se faire construire à Prague un luxueux palais sous les fenêtres du château de l'empereur. Le bohème Wallenstein s'était converti à temps au catholicisme. Sa fortune personnelle provenait des caisses de la malheureuse révolution de Bohême en débâcle. Wallenstein menait la guerre à crédit. L'argent dont il avait besoin pour entretenir ses troupes, il le récupérait sur les territoires ennemis avec les intérêts et les intérêts des intérêts. Ses projets devinrent de plus en plus ambitieux. Il rêvait d'une flotte à lui dans la Baltique et se faisait appeler général des mers océanes et baltiques. Dans le Mecklembourg, il menait un train de vie tout aussi brillant qu'à Prague. C'est là que lui parvint la nouvelle de sa destitution. Sa puissance faisait de l'ombre à l'empereur. Même les princes d'Empire avaient voté contre lui. Wallenstein dut débarrasser le terrain juste au moment où surgit du nord un ennemi imprévu. Gustave Adolphe, le roi de Suède. Des années durant, il s'était contenté de soutenir l'Union protestante. Mais voici qu'il intervint lui-même dans le déroulement de la guerre. Les habitants de Stralsund accueillirent Gustave Adolphe en sauveur et en libérateur. Mais sa campagne commençait par une défaite. Gustave Adolphe arrivait trop tard à Magdebourg. Cette forteresse protestante sur l'Elbe avait été enlevée par les impériaux et incendiée. Les Suédois n'auraient pas pu se comporter plus mal que ne le fit la soldatesque nationale. Gustave Adolphe tenta de provoquer un bouleversement total dans l'Empire. Il se fraya un chemin à travers l'Allemagne et parvint jusqu'en Bavière, en plein sud catholique. Le roi de Suède semblait invincible. Un seul homme pouvait l'arrêter, Wallenstein. L'empereur supplia son général de reprendre la tête des armées. Mai 1632. Gustave Adolphe avança vers la capitale bavaroise. Munich capitula. Et la population dut réunir des sommes gigantesques pour sauver les vies et les biens. La guerre de libération s'était depuis longtemps muée en une campagne de piraterie. De Bavière, Gustave Adolphe passa en Saxe, mais là il trouva devant lui un nouveau stratège qui menait les opérations.
Wallenstein qui avait repris sa place. Le 16 novembre 1632, à Lutzen, non loin de Leipzig, impériaux et Suédois se trouvèrent face à face. On se battit 7 heures durant avec acharnement dans un épais brouillard. 9000 hommes tombèrent. L'issue de la bataille était indécise. Cependant, une catastrophe se produisit. Le roi de Suède mourut. Pour les protestants, une lueur d'espoir venait de s'éteindre. Mais le ciel de Wallenstein s'assombrit également. 2 ans après sa réhabilitation, il tomba une nouvelle fois en disgrâce. Wallenstein a-t-il pactisé avec des ennemis? Montait-il une conjuration contre la maison de Habsbourg? Au début de 1634, il se mit en marche à travers la Bohême pour, croyait-on, aller rejoindre avec son armée les forces suédoises. Le destin le rattrapa à Eger, en Hongrie. L'empereur, persuadé de la trahison de son commandant en chef, le proclama hors la loi, le désignant comme cible à ceux qui souhaiteraient l'exécuter. Dans la nuit du 26 février 1634, des officiers restés fidèles à l'empereur surprirent les partisans de Wallenstein et les abattirent. Puis ils traversèrent dans l'obscurité la place du marché des guerres, pénétrèrent dans la maison où Wallenstein, malade, se reposait. Le bruit qu'ils firent alerta le général qui tenta de se lever. Mais voilà que la porte s'ouvrit avec fracas. Les meurtriers étaient déjà là. Les auteurs de l'assassinat reçurent leur récompense et le pieux empereur fit dire 300 messes pour le repos de l'âme de la victime. Ferdinand II était déjà monté sur le trône quand la guerre commença. À sa mort, 20 ans plus tard, il n'y avait toujours aucune issue en vue. Il avait cru agir au nom de Dieu, mais cette guerre de religion était devenue une banale guerre pour le pouvoir. Son fils et successeur, Ferdinand III, témoigna d'une vraie volonté de paix, mais les temps ne paraissaient pas encore mûrs pour un ordre nouveau. Il ne servit pas à grand-chose que l'empereur se réconciliât avec les protestants. Trop de forces étaient à la poursuite de buts de guerre différents. Elles entravaient toute possibilité d'armistice. L'Espagne avec les Habsbourg face à la France et aux Pays-Bas, la France avec la Suède face à l'empereur et au Saint-Empire. Et pendant que les puissants se disputaient, la détresse de leur peuple atteignait l'insupportable. Les souffrances de la guerre, Jacques Callot les a gravées pour l'éternité, en avertissement pour ses contemporains et pour la postérité. La violence et la misère sociale étaient quotidiennes. Même en période de paix, la mort guettait, et quand la guerre passait, elle était omniprésente. La Bohême et l'Allemagne, surtout, avaient souffert. Des provinces entières étaient dévastées. 4 à 5 millions de personnes semblaient avoir perdu la vie, soit, en gros, un quart de la population totale. Une guerre qui se nourrissait et se dévorait elle-même. Épuisée et exsangue, elle finit au bout de 30 ans par expirer toute seule. Münster, une petite ville épiscopale de Westphalie, fut le théâtre du premier congrès européen de la paix. Les négociations se poursuivirent des années et faillirent échouer à plusieurs reprises. L'œuvre de paix fut enfin parachevée dans la prestigieuse grande salle de l'hôtel de ville et de nouvelles structures furent mises en place pour l'Europe. Le résultat le plus important en fut peut-être que les princes allemands obtinrent la pleine liberté religieuse. En même temps que cette liberté, ils gagnaient leur souveraineté politique, à l'intérieur comme à l'extérieur. Seul l'établissement d'un équilibre entre les confessions avait permis de sauvegarder l'institution impériale. La guerre se poursuivit encore des années entre les deux rivales, la France et l'Espagne. L'Espagne et les Pays-Bas, quant à eux, mirent fin à leurs hostilités par un traité séparé. Le Hollandais Ter Borch a perpétué la cérémonie de signature de l'acte qui apportait la liberté à son pays.
La première république bourgeoise entrait dans le cercle des puissances féodales. En 1648, le traité de paix de Westphalie fut scellé solennellement. Les armes se turent enfin en Europe centrale. Parmi les gagnants, la reine Christine de Suède. Elle obtint des territoires sur les rives allemandes de la Baltique. Le jeune roi de France, qui n'avait que 8 ans, reçut l'Alsace et des places fortes sur le Rhin. Beau début pour le futur roi Soleil. L'empereur Ferdinand III se comportait maintenant en monarque autrichien. Il renonça à des territoires éloignés à l'ouest pour se consacrer entièrement à l'espace danubien. 1648. Fin et commencement. Année 0 pour l'Europe, l'empereur et l'Empire. Dans l'Allemagne réformée, l'empereur a perdu de son pouvoir et de son influence sur les princes de l'Empire. Il en allait tout autrement dans les territoires autrichiens. La politique des Habsbourg avait pour fondement l'unité religieuse, et la contre-réforme représentait par conséquent une victoire tardive de la dynastie. De leur défaite politique dans l'Empire, les Habsbourg revenaient renforcés à Vienne, qui devenait leur capitale incontestée et le siège de la monarchie. Depuis 1658, Léopold Ier y régnait, accaparé par la prière et la musique, et néanmoins condamné à mener des actions guerrières. La ville de la Pomme d'Or. C'est ainsi que les Turcs nommaient Vienne, sans que l'on sût s'ils faisaient allusion au globe qui surmontait le clocher de la cathédrale Saint-Étienne ou au globe d'or, symbole de la dignité impériale. En 1683, la ville était devenue une proie facile. Les Turcs sont aux portes de Vienne. L'empereur Léopold abandonna son palais, le Hofburg. Le défenseur suprême de la chrétienté devait se mettre hors de portée des musulmans. En sécurité à l'ouest, il se chercha des alliés, cependant que l'ennemi assiégeait la ville avec plus de 100 000 hommes. Au milieu de l'amas de tentes turques, il en est une qui se fit remarquer par sa somptuosité, celle du grand vizir Kara Mustafa. Dans la conscience des Européens, les Ottomans étaient de rudes cavaliers galopant une torche à la main. Mais la beauté de leurs équipements éblouit plus d'un chrétien. Cette haute culture ne les empêchait pas de se livrer au nom d'Allah à d'horribles massacres. Les assiégeants ouvrirent le feu sur Vienne. À partir du 15 juillet 1683, la ville se trouva jour et nuit sous le tir des canons. Les assauts des Turcs se faisaient chaque jour plus violents et leur pression sur les bastions se renforçait. Ils s'infiltraient jusqu'aux murs d'enceinte pour y poser des mines souterraines. Devant ce danger, les Viennois imaginèrent un système d'alarme. Des tambours recouverts de petits pois signalaient la moindre secousse ressentie. Au bout de 2 mois, les vivres furent épuisés. La faim, les épidémies et la terreur eurent raison du moral des défenseurs. Vienne fut sauvée in extremis. Le 11 septembre, Charles de Lorraine se présenta à la tête d'une armée impériale flanquée des troupes du roi de Pologne, Jean Sobieski. En sa qualité de chef militaire de rang le plus élevé, le Polonais prit la direction des opérations. Mais c'est le Lorrain qui mit au point la stratégie qui libéra définitivement Vienne. Le 12 septembre 1683, une armée de dégagement partie de la montagne du Kahlenberg, au nord de la ville, se lança à l'attaque à travers les collines de la forêt viennoise. La bataille de Vienne avait commencé. Le combat décisif
entre la croix et le croissant, entre l'Orient et l'Occident. Des Allemands, des Polonais et des Autrichiens se battirent pour l'empereur. À leur grande surprise, la victoire fut acquise sans difficulté. Après une courte résistance, les rangs turcs se disloquèrent. L'armée de l'islam prit la fuite, abandonnant sur le terrain des trésors considérables. Les coalisés savourèrent leur triomphe. Mais c'est l'empereur Léopold qui tira le meilleur profit de la victoire. Il rentra chez lui avec les honneurs dus au vainqueur. Quant au vaincu, Kara Mustafa, il fut exécuté par ses compatriotes. Un nom est inséparablement lié aux guerres contre les Turcs qui suivirent, celui du prince Eugène. Déçu par Louis XIV, cet Italo-Français avait abandonné le service du roi Soleil pour celui de l'empereur. Il se fit remarquer par sa bravoure et son audace. Très vite, un régiment lui fut confié, et pour finir, le commandement en chef des armées. Les succès militaires du prince Eugène renforcèrent le prestige de la monarchie danubienne. La paix revenue, il fit une carrière d'homme d'État et de diplomate. L'époque du baroque avait marqué de son empreinte son style de vie, mais elle lui dut aussi une partie de son éclat. Le prince avait reconquis la Hongrie pour l'empereur et y avait ajouté quelques contrées des Balkans. Après tant d'années de guerre, la paix était revenue à l'Est. Mais le destin ramenait une fois de plus les Habsbourg vers l'Ouest, car c'est là-bas qu'éclata à la fin du XVIIe siècle un nouveau conflit. L'Espagne s'était épuisée dans sa guerre contre la France. Le déclin militaire allait de pair avec une dégradation politique et économique de la monarchie impériale. Après 200 ans, la suprématie des Habsbourg touchait à sa fin. L'Escurial avait été le centre d'un empire universel, le cœur de la puissance de Philippe II. Mais ses héritiers ne gouvernaient plus. Ils se contentaient de trôner au milieu d'une cour. Philippe IV balançait sans cesse entre la douceur de ses rêves et une religiosité passionnée. Il était marié avec sa nièce, l'Autrichienne Maria Anna. Ce n'était qu'un parmi tant de mariages consanguins de la maison de Habsbourg. Mais cette pratique constante devait se révéler dévastatrice pour l'Espagne. Le successeur de Philippe, son fils, Charles II, fut pratiquement incapable de gouverner. Sa mort allait ouvrir la querelle de la succession au trône d'Espagne. L'empereur Léopold était intimement persuadé que les Habsbourg étaient juridiquement fondés à revendiquer ce trône. Plutôt qu'une hégémonie en Europe, ce qu'il recherchait, c'était un équilibre des forces. Il voulait rétablir l'existence des deux branches de Habsbourg. La première, l'autrichienne, devait être représentée par le fils aîné de Léopold, Joseph Ier, jeune homme d'une rare beauté pour un Habsbourg, souverain doué et réformateur. Cependant, sa mort prématurée allait anéantir bien des espoirs. L'Espagne, quant à elle, devait être prise en charge par le cadet de Joseph, Charles. Seulement là-bas, il se heurta à un contre-roi français. Plus tard, il succéderait à son frère Joseph et deviendrait l'empereur Charles VI. Habsbourg contre Bourbon. Le roi Louis XIV voulait lui aussi mettre la main sur l'héritage espagnol et prétendait imposer son hégémonie par les armes. Mais l'Autriche avait le soutien de toute l'Europe. Une grande alliance composée de l'Angleterre, la Hollande, la Prusse et le Portugal. Aux côtés de la France, il n'y avait que la Bavière, ce qui, du point de vue stratégique, rétablissait l'équilibre. Marchons d'abord, nous trouverons bien des alliés. C'est avec ce mot d'ordre que le prince Eugène se lança dans la guerre de succession d'Espagne. Pendant 12 ans, les puissances occidentales luttèrent aux côtés de l'Autriche pour briser la suprématie française. La plupart des combats se déroulèrent en Italie. Le prince Eugène entreprit une manœuvre audacieuse.
Il traversa les Alpes avec hommes, chevaux et véhicules. Pour les bêtes et les canons, il avait fait construire des dispositifs de levage d'une conception personnelle qui permettaient à ses troupes de progresser rapidement, même là où il n'y eut jamais de route. Grâce à sa tactique de guérilla, il parvint à surprendre l'adversaire. Depuis des siècles, l'Autriche combattait sur deux fronts, à l'est contre les Ottomans, à l'ouest contre les Français. Pour l'est, on invoquait le salut de la chrétienté. Mais pour l'ouest, là, ce n'étaient que des chrétiens qui se livraient une guerre entre eux pour la première place en Europe. Un souvenir des innombrables morts de la guerre de succession d'Espagne. Des hommes tombèrent par milliers pour des démêlés d'ordre dynastique. On s'affronta dans le Nouveau Monde, dans les colonies d'Amérique, mais surtout sur les vieux champs de bataille de l'Europe, en Italie, en France et dans les Pays-Bas. Le conflit entre puissances européennes s'étendit sur de nombreuses années. Durant cette période, 2 empereurs moururent, Léopold et Joseph. Les conditions d'une paix furent enfin réunies en 1714. La France se vit confirmer l'attribution de l'Espagne avec ses colonies d'outre-mer. L'Autriche obtint les petites possessions espagnoles d'Europe, c'est-à-dire quelques provinces italiennes et le sud des Pays-Bas. Promus diplomates, les chefs des 2 armées, le maréchal de Villars et Eugène de Savoie, signèrent le traité de paix. Mais le prince Eugène dut très vite rendosser l'uniforme, car à l'est, une nouvelle guerre contre les Turcs se dessinait. Au printemps 1717, il descendit le long du Danube et marcha sur Belgrade. Cette citadelle, que les Turcs appelaient la maison de la guerre sainte, était une des plus importantes positions des Balkans. La mission du prince Eugène était de reconquérir cette place forte pour les Habsbourg et d'éliminer définitivement le danger turc. 30 000 Turcs se barricadèrent dans Belgrade. Alors que les troupes impériales assiégeaient la ville, elles se virent encerclées par une seconde armée turque. Le prince Eugène misa tout sur une seule carte. Le 15 août 1717, il passa à l'attaque par surprise, et 2 jours plus tard, la forteresse tombait entre ses mains. Cette victoire ouvrait enfin les voies d'une véritable négociation de paix avec la Sublime Porte. Le prince Eugène, en noble chevalier qu'il était, s'était montré un fidèle serviteur des Habsbourg. On disait de lui qu'il était le maître occulte de l'Europe. Son attachement à la maison d'Autriche et à l'État multinational était chez lui l'expression de sa foi en l'Europe. Lorsqu'il mourut, en 1736, c'est l'empereur qui recueillit sa précieuse bibliothèque. Charles VI croyait encore en la mission divine du monarque et voulait entrer dans l'histoire en grand mainteneur. Sous son règne, la monarchie atteignit sa plus grande extension. Elle comprenait alors, en plus des pays autrichiens, la Hongrie, la Bohême-Moravie, une grande partie des Balkans et de l'Italie, le sud des Pays-Bas, la Belgique actuelle, et, en théorie du moins, l'ensemble des territoires du Saint-Empire romain germanique. L'église Saint-Charles à Vienne, un monument de l'architecture baroque. Elle reflète l'étroite association des forces religieuses et du pouvoir séculier, de l'impérialisme habsbourgeois et du catholicisme triomphant. Le style baroque est à l'image de la contre-réforme et de l'idée d'un empire autrichien. Charles VI régna jusqu'en 1740. Il sut lire les signes de son temps et comprit l'utilité de réformes économiques. Mais d'esprit, il restait en retard. Il craignait pour la continuité de sa dynastie et regrettait la disparition de l'Empire universel espagnol. Klosterneuburg devait être son escurial.
Charles avait prévu 4 cours, projet modeste en comparaison de l'original espagnol. Mais des 4 cours, une seule fut réalisée. L'Escurial autrichien allait rester fragmentaire, inactuel par sa taille, dépassé par l'histoire. L'église et la couronne sous un seul et même toit. Tout établissement religieux baroque possédait une suite impériale. Il était ainsi en mesure d'accueillir dignement le souverain. Charles avait vraiment l'intention de résider à Klosterneuburg, mais il n'y passa qu'une seule nuit. Élisabeth Christine avait donné 3 filles à l'empereur, mais pas l'héritier espéré. Était-ce une époque héroïque qui s'achevait avec Charles VI? L'Autriche avait supporté au cours du siècle la plus lourde part des guerres européennes, contre le croissant à l'est et contre l'hégémonie française à l'ouest. La succession de Charles sera assurée par sa fille aînée, Marie-Thérèse, qui allait rénover de fond en comble la maison d'Autriche et marquer de sa personnalité toute une époque.